bonjour à tous mes petits belges, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super et soyez bienvenus pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le 21 juillet et aujourd'hui c'est la fête nationale belge. Et juste avant de commencer cette vidéo, savez-vous pourquoi nous fêtons la fête nationale belge le 21 juillet? Car en fait c'est l'anniversaire de la prestation du serment du premier roi des Belges, qui était Léopold Ier. Et comme vous avez pu voir au titre de la vidéo, dans ces vidéos je vais vous parler du règne du premier roi des Belges, donc qui était Léopold Ier. Alors Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, né en Allemagne le 16 décembre 1790, fils du duc régnant de Saxe-Cobourg, il connaîtra une carrière militaire et diplomatique bien remplie. Lorsqu'il est à peine âgé de 5 ans, le tsar de Russie le nomme colonel de la grade impériale. À l'âge de 12 ans, il sera général. En 1806, il fait un séjour à la cour de Napoléon Ier, mais lorsque celui-ci lui propose de le servir comme aide de camp, il refuse et ira combattre l'empereur aux côtés des Russes. En 1815, il acquiert la nationalité anglaise et épouse l'année suivante la princesse héritière Charlotte. Pour Léopold, c'était l'espoir de pouvoir participer aux destinées de l'empire le plus puissant au monde. Hélas, Charlotte meurt en couche après avoir mis au monde un enfant mort-né. Léopold entreprend alors une série de voyages et parcourt les cours étrangères. En février 1830, des hommes d'État anglais lui proposent le trône de la Grèce, qui venait de s'affranchir de la domination turque. L'opération ne lui semblant pas suffisamment fiable, Léopold refuse. En 1831, la jeune Belgique indépendante devait coûte que coûte trouver un roi. Le Congrès national propose la couronne à Léopold, qui subordonna son accord à l'adoption par les Belges du traité des 24 articles. Le 21 juillet 1831, Léopold Ier prêta le serment constitutionnel et devint le fondateur de la dynastie belge. Après avoir composé son premier ministère, le roi quitta Bruxelles pour visiter son royaume et se montrer à la population. Alors qu'il faisait sa joyeuse entrée à Liège, une nouvelle grave tomba. Le roi Guillaume Ier de Hollande avait brusquement dénoncé l'armistice et son armée avait franchi la frontière sans le préavis d'usage. Alors que le peuple, toujours sous l'emprise de sa victoire en septembre 1830, s'exaltait à la pensée d'une courte campagne et d'une victoire facile. Le roi s'était rendu compte de la situation déplorable de l'armée, insuffisante en nombre, indisciplinée, manquant d'armes, de vivres et de munitions. Il savait que la partie qui venait de s'engager avait son trône pour enjeu. L'unique chance d'échapper au désastre et que la restauration des Nassau résidait dans l'intervention militaire des puissances qui avaient garanti l'indépendance de la Belgique. Le roi prit alors la responsabilité d'appeler à l'aide. L'Angleterre mobilisa sa flotte et la France répondit en envoyant une armée de 500 000 hommes. Après 10 jours, les Hollandais, craignant des complications diplomatiques, se retirèrent. La Belgique était sauvée, mais la campagne hollandaise n'en constituait pas moins un échec moral. Aux yeux de l'Europe, les Belges avaient révélé leur incapacité de se défendre contre un voisin et donc de constituer une barrière solide contre d'éventuelles idées d'invasion française. Les termes de la séparation avec la Hollande n'ayant toujours pas été signés, le traité des 24 articles du 14 octobre attendait régler définitivement la question des limites et des dettes. Ce traité apparaissait comme le châtiment des vaincus, puisque la Belgique dut renoncer à la Flandre zélandaise, au Limbourg oriental et à la partie germanophone du Luxembourg. La Hollande, par contre, resta maître des bouches de l'Escaut et put percevoir un droit sur les navires entrant à Anvers et réussit à faire payer à la Belgique la moitié de la dette publique de l'ancien royaume des Pays-Bas, ce qui imposait aux Belges une rente annuelle de 8 400 000 florins. Encore une fois, Guillaume Ier refusa d'adhérer au traité des 24 articles.
il ne désarma pas et maintint sa garnison dans la citadelle d'Anvers. Confronté à cette situation et désireux à rétablir son honneur, Léopold Ier va faire parler son génie militaire et diplomatique afin d'ôter aux Hollandais toute envie de restauration. Il commença par organiser solidement l'armée belge et renvoya les officiers incapables et indignes. Il fit acheter du matériel moderne et il fit appel à des instructeurs français et polonais pour renforcer les cadres. Conscient du secret dessein de la France d'annexer tout ou partie de la Belgique, Léopold Ier demanda en mariage la fille du roi des Français. La manœuvre était habile, devenu le beau-père du roi des Belges, Louis-Philippe devenait son allié et devait abandonner toute idée d'annexion qui entraînerait le détrônement de sa propre fille. Pris au piège, le roi de France tenta dans un premier temps de faire traîner les choses, mais finit par donner sa fille Louise-Marie d'Orléans à Léopold Ier. Les effets du mariage ne tardèrent pas à se faire ressentir. Rassuré sur les intentions de la France désormais neutralisée, l'Angleterre autorisa le siège d'Anvers par une armée française et mit elle-même le blocus devant le port hollandais. Anvers fut libéré après 19 jours et 19 nuits de bombardements intenses. Léopold Ier avait gagné sa partie de poker diplomatique, ses ministres n'intervenant que pour exécuter ses ordres. Il faudra cependant attendre 1839 pour que Guillaume Ier accepte de signer le traité des 24 articles. Léopold Ier essaya en vain de faire modifier ces clauses afin de garder le Limbourg et le Luxembourg, mais il dut s'incliner. Le 18 avril 1839, le traité de paix avec la Hollande fut signé. Léopold Ier avait une priorité absolue, la défense nationale en vue de sauvegarder la neutralité. Dans l'armée qu'il organisa, il ne désigna que des hommes qui avaient fait leurs preuves. Les ministres de la guerre furent souvent des généraux et lors des événements d'août 1831, il inaugura la tradition d'assumer le commandement en chef des forces armées. Depuis que Napoléon III avait restauré l'Empire, la Belgique rencontra plus d'une difficulté avec son voisin du Sud, de telle sorte que Léopold Ier songea à renforcer encore davantage la défense nationale. Le 9 juin 1853, après de vifs débats parlementaires, l'armée sur pied de guerre fut portée à 100 000 hommes. Et en 1959, la Chambre vota le projet qui devait faire d'Anvers un camp retranché dans lequel le gouvernement pourrait se retirer en cas de danger. À juste titre, les Anversois craignaient que ces plans militaires ne fassent obstacle à l'expansion économique de la métropole. Cette opposition donna naissance à un nouveau parti politique, le Meeting Partij, qui aura une grande influence pro-flamande et antimilitariste dans le cadre de la vie politique belge. Sur l'échiquier international où les dynasties étaient encore puissantes, Léopold Ier put jouer un rôle appréciable. Il avait notamment acquis prestige et crédibilité du fait de ses liens familiaux. Il était l'époux d'une princesse française, il était l'oncle de la reine Victoria qui régnait sur un immense empire. Il était également l'oncle d'une série de neveux qui installa adroitement par mariage un peu partout, et par ailleurs, soucieux d'ancrer davantage ses appuis au centre de l'Europe, il avait marié son fils Léopold à Marie-Henriette, une archiduchesse autrichienne. Il a réussi à sauvegarder la paix en Belgique par son influence et son arbitrage lors des diverses crises. Par ce fait, il a contribué à consolider le respect dû au pays. L'ambition naturelle de Léopold Ier le poussait à vouloir jouer un rôle dans la vie intérieure du pays, mais dans ce domaine, les ministres lui rappelèrent les limites de ses prérogatives définies par la Constitution. Le roi se montra dès lors très réservé dans son attitude et son langage, tout en exerçant, chaque fois que la situation le permettait, un pouvoir de régulateur et de conseiller qui finit par s'imposer.
Pendant les 15 premières années de son existence, la Belgique eut des gouvernements unionistes composés soit de libéraux qui allaient à la messe, ou soit des catholiques aux idées libérales. Mais l'entente des partis politiques belges ne dura guère. Dès que fut apaisée la menace hollandaise, deux partis se créèrent sur des interprétations contradictoires du mot liberté. Ils s'imposeront surtout en matière d'enseignement. Le roi exerça un arbitrage subtil entre ces deux blocs homogènes successifs. Le catholique cherchant à profiter un maximum de la liberté d'enseignement, le libéral ou peu à peu l'anticléricalisme et la laïcité allaient gagner du terrain. Léopold Ier marqua son soutien tout ce qui concourait à l'organisation du pays et de sa prospérité, la puissance de l'armée, l'équilibre du budget, l'ordre de l'administration et le perfectionnement de l'outillage et surtout la création de chemins de fer. Une des préoccupations capitales de Léopold Ier et de quelques-uns de ses ministres avait été d'améliorer les voies de communication. Ce fut en 1834 que Rogier, à ce moment ministre de l'Intérieur, défendit un projet de loi visant à la création par l'État d'un réseau ferré ayant Malines pour centre. Rogier avait été enthousiasmé par la locomotive de George Stephenson. Il dut vaincre une violente opposition de la part des adversaires du remorqueur, comme on disait alors. Accusé d'être un illuminé, Charles Rogier fit face à toutes les attaques. Il n'envisageait pas seulement le point de vue économique, il voulait aussi prouver à l'Europe que la Belgique n'était pas un nid de révolutionnaires gouverné par un roi de l'émeute, comme l'opinion conservatrice persistait à le dire par-delà les frontières du territoire belge, mais un État progressif épris d'œuvres de paix et susceptible de créer de très grandes choses. L'État fit construire la première voie ferrée entre Bruxelles et Malines. Le 5 mai 1835, jour de l'inauguration, la population bruxelloise et le roi attendaient nerveusement le départ du premier train du continent européen. 3 locomotives prirent le départ, la Flèche, le Stephenson et l'éléphant. 30 wagons composèrent le convoi. 900 passagers firent le voyage et les 22 km furent parcourus en 50 minutes. Et au retour, la première panne, les invités furent invités à descendre du train en plein milieu des champs. Le règne de Léopold Ier connut des difficultés économiques incessantes dues à la perte des débouchés hollandaises et à la politique protectionniste de la France, touchant particulièrement l'industrie qui dut subir la perte du marché extérieur. La crise atteignit son point culminant entre 1845 et 1850 lorsqu'une maladie de la pomme de terre provoqua la famine, surtout en Flandre. C'est bien ça pour le pays de la frite. Des milliers d'individus furent réduits à ne manger en guise de plat chaud qu'une soupe préparée avec de la verdure de navet et un peu de farine. Les plus pauvres faisaient cuire des épluchures de pommes de terre, tandis qu'au marché, on se disputait les peaux, les têtes et les viscères de poisson. Les proportions prises par le paupérisme et la mendicité justifièrent la création de dépôts de mendicité où les clochards affamés se laissèrent enfermer pour échapper aux affres de la faim. Ceux qui avaient été épargnés par la famine risquaient de succomber au typhus. Depuis 1847, des familles entières furent touchées par cette épidémie. Le cortège incessant des enterrements fut à ce point démoralisant pour la population que certains bourgmestres exigèrent que le transport des cercueils ne se ferait plus que la nuit tombante.
Le roi était préoccupé par la question sociale, il lisait Karl Marx, mais n'y voyait aucune solution immédiate. Doté du sens social du grand aristocrate, il se sentait responsable du sort de ses sujets les plus démunis. Les mots « donner du travail aux ouvriers » revient dans presque toutes les lettres, mais sa majorité parlementaire bourgeois était encore bien éloignée de telles conceptions. Après 1850, la situation économique s'améliora à la suite d'une politique de libre-échange qui permit à la Belgique de conclure des traités commerciaux avantageux avec la France en 1861, avec l'Angleterre en 1862 et avec le Zollverein en 1865. Donc le Zollverein, c'est plus connu en français sous le terme d'union douanière allemand, fut une alliance cruciale d'États allemands établie en 1834, organisée par la Prusse avec l'objectif de créer une région de libre-échange et d'harmoniser les droits de douane entre les États membres. Le gouvernement Roger Frère Orban supprima aussi les octrois communaux qui gênaient grandement le commerce intérieur à cause des taxes imposées sur les marchandises transportées de commune en compensation des pertes subies, et créa un fonds communal, le Crédit communal, créé en 1860. En 1863, la Belgique racheta aux Pays-Bas le droit de péage de l'Escaut pour une somme de 17 141 640 florins. Le roi meurt à Laeken le 10 décembre 1865 à l'âge de 75 ans. La mort de Léopold Ier produisit en Europe une sensation profonde. La sage monarque s'était en effet acquis une position exceptionnelle par sa prudence, son expérience, son prestige et le respect dont il était entouré. Dans certains milieux diplomatiques, certains émirent l'idée que la Belgique aurait à redouter de graves complications et résisterait mal à la première manifestation de difficultés extérieures, mais ces inquiétudes ne tardèrent pas à se dissiper et on se rendit vite compte que Léopold Ier avait créé un État pourvu d'institutions aux assises solides. Son fils, alors âgé de 30 ans, lui succéda sous le nom de Léopold II. Donc voilà pour l'histoire du règne du roi Léopold Ier. Donc j'espère que vous avez appris sur son règne. Donc c'est la fin de ces vidéos. Donc moi évidemment je souhaite une très bonne fête nationale à tous mes compatriotes belges. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous.